Alors, idée de nature, idée avec un S, et le point d'interrogation, c'est vrai qu'on va vous immerger dans ce qui, finalement, suscite beaucoup de questions. Quand la nature se rappelle à nous pour le meilleur ou pour le pire, dans nos vies ultra-urbanisées, je rappelle quand même qu'un habitant sur deux à l'échelle de la planète vit en ville, eh bien, elle suscite des questions, des réflexions, des envies, et puis fait germer des idées et des débats sur fond d'urgence écologique et climatique. Et ce mot nature est très usité dans nos vies, il est même devenu un enjeu politique dans un contexte où la pandémie a aussi changé notre regard sur ce vivant. Mais qui peut définir le mot nature ? Comment l'idée de nature a-t-elle traversé le temps et imprégné les sociétés ? Quelles relations et quelle place l'humanité devra-t-elle établir et occuper dans cette nature qu'il s'agit désormais aussi de préserver et de conserver ? Réponse ce soir avec nos trois invités. Catherine Aubertin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement affecté au Muséum national d'histoire naturelle. Et vous êtes co-auteur notamment du livre « La nature en partage » autour du protocole de Nagoya, un livre paru aux éditions de l'IRD avec le Muséum. Frédéric Ducarme, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe de l'écologie, attaché temporaire d'enseignement et de recherche au Muséum, membre du CESCO. Alors le CESCO, c'est le Centre d'écologie et des sciences de la conservation. Et à vos côtés, François Sarrazin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écologue de la conservation, professeur d'écologie à l'université à l'université Sorbonne Université, donc professeur d'écologie à Sorbonne Université, j'y arrive, membre aussi du CESCO, donc je rappelle, Centre d'écologie et des sciences de la conservation, et vous êtes également, parmi toutes vos casquettes, président du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et on peut citer parmi vos ouvrages le livre coécrit avec Richard Primac et Jeanne Lecomte, Biologie de la conservation, un livre paru aux éditions Duno. Alors, dans mon introduction, en m'adressant à vous, public, je disais qui peut définir le mot nature ? Essayez de réfléchir peut-être à cette définition. Quelle définition vous donneriez ? Je rappelle que dans le dernier quart d'heure, vous aurez la parole aussi pour poser des questions. Eh bien, on va tout de suite essayer, s'amuser en tout cas, à définir ce mot nature. Frédéric Ducarme, le mot nature semble finalement bien difficile à définir et il n'existerait pas une définition consensuelle. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous en donner. Désolé à ceux qui espéraient enfin. Non, j'ai axé une bonne partie de mon travail sur ça, effectivement, sur le fait que l'idée de nature, qu'aujourd'hui on parle de conserver la nature, on voit qu'il y a un problème, mais qu'on a du mal en fait à définir ce dont on parle et que surtout différentes personnes n'ont pas la même vision de ce que va être la nature. Ça va être lié évidemment à votre culture. Ça a été très étudié. Quand vous êtes français ou quand vous êtes japonais, vous parlez de nature, vous ne parlez pas forcément de la même chose parce qu'on n'a pas le même bain culturel. Et même quand vous êtes français, il va y avoir déjà votre culture personnelle, familiale, etc., et votre milieu socioculturel, votre profession. Évidemment, un physicien qui vous parle de nature, il ne vous parlera pas de la même chose qu'un biologiste, ou qu'un économiste, ou qu'un philosophe, etc. Alors, j'ai juste prévu quelques petites illustrations pour mettre ça un petit peu de manière plus concrète. Par exemple, le Mont Blanc. Le Mont Blanc est considéré en France comme monument naturel. C'est un site classé. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple que c'est un site entièrement minéral. C'est pas vivant le Mont Blanc. Il n'y a aucune espèce qui vit sur le Mont Blanc, parce qu'en plus il commence assez haut. Mais c'est de la nature. Et il est conservé au titre de la protection de la nature. Voilà. Mais c'est pas la nature vivante. Donc le vivant, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment, protéger le vivant. Protéger le vivant et protéger la nature, c'est déjà pas la même chose. Cette fois-ci, on a des espèces, donc les 2 rhinocéros blancs du zoo de Paris. Là, c'est une espèce patrimoniale aussi. Et donc, comme le Mont Blanc, il y a cette idée de patrimoine. On va protéger quelque chose parce que ça relève de notre patrimoine. Et finalement, c'est des choses qui ne sont pas artificielles, mais qu'on va considérer comme on considère, par exemple, Notre-Dame de Paris, qui fait partie de notre patrimoine culturel. Mais là, on parle de patrimoine naturel. Donc, cette approche de la nature, une approche culturelle de la nature qui est celle du patrimoine. Il n'y a pas que la culture qui s'occupe de nature, il y a aussi l'économie, ça on va en parler tout à l'heure. La nature, c'est aussi un ensemble de ressources dont on dépend. Tous les jours, on doit manger. Et même si on est végétarien, nos ressources, elles proviennent toutes à un moment de quelque chose qu'on va pouvoir appeler la nature. Là, j'ai mis des ressources en bois,
pas directement de la nourriture, mais ça fait partie de l'économie. Donc la nature, c'est aussi un ensemble de ressources qu'on exploite. Alors que tout à l'heure, le Mont Blanc ou le rhinocéros, le but était au contraire de les préserver et pas de les exploiter. Là, je vous ai mis un autre site qui se rapproche un peu du Mont Blanc. C'est un parc national, un parc naturel américain qui est celui de la vallée de la mort. Et j'aime beaucoup cet oxymore d'un parc naturel qui s'appelle la vallée de la mort et où il y a très peu de vie. Il y en a un petit peu, il y a quelques scorpions endémiques, des choses comme ça, mais ce n'est pas du tout pour ça que ça a été protégé. Donc c'est un site naturel, mais évidemment, il ne faut pas y aller. Ça n'intéresse pas beaucoup les biologistes. Ça intéressera plus les géologues ou surtout les paysagistes, parce que c'est beaucoup des artistes qui ont créé ces parcs nationaux américains. Et d'ailleurs, là, c'est Zabriskie Point, donc, qui a été du nom de quelqu'un qui a vu un point pittoresque. Ça, c'est aussi de la nature. Et ça, c'est peut-être une nature qui nous est plus commune. Ça va être la nature pensée comme notre environnement direct, en tant qu'il peut contenir un certain nombre d'espèces, et notamment de la verdure. Évidemment, là aussi, un biologiste, un forestier vous dira que ce n'est pas de la nature. Mais pour nous, au jour le jour, cet environnement-là peut être perçu comme de la nature. Et vous voyez qu'il y a vraiment là des incohérences suivant le type de regard qu'on porte sur ces espaces. Espace inverse, celui-là, il va être très apprécié du biologiste. Le biologiste est très content. Il y en a une zone humide, riche en biodiversité, avec des super prédateurs, c'est super. Mais évidemment, en termes d'environnement, de vie quotidienne, il sera peut-être moins intéressant. Ça, c'est la nature ordinaire. Celle-là, elle va beaucoup intéresser les biologistes, alors qu'elle va moins intéresser, même si là c'est assez joli, ça va moins intéresser en termes de patrimoine. Il n'y a pas un léopard, il n'y a pas un éléphant, il n'y a pas d'espèces patrimoniales. Par contre, il y a des processus importants dans une plaine comme ça, avec des espèces ordinaires. Et enfin, ça c'est la nature des physiciens, de plus en plus. C'est la nature du GIEC. Là, c'est la nature vue comme un ensemble de systèmes, de paramètres. Et donc, à une échelle qui n'est pas du tout la même, une échelle qui est plus celle de l'environnement, qui est celle de la planète carrément, et qu'on va approcher non plus par une approche patrimoniale, personnelle, artistique ou quoi, mais avec une approche mathématique sur des paramètres qui varient. C'est vraiment un tableau de bord, l'expression souvent utilisée, les tableaux de bord du GIEC. Donc, voilà, ça c'est quelques illustrations que je voulais proposer pour essayer de nourrir votre réflexion, pas vous imposer une définition de la nature, mais vous montrer qu'il y en a plein qui cohabitent et qui ont toutes un sens politique, parce qu'à chaque fois, là derrière, il y a aussi de la nature à protéger. On protège les ressources, on protège le climat, on protège notre patrimoine naturel, et ce n'est pas les mêmes causes. Et d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes partis politiques qui vont s'en saisir. Voilà. Je vous laisse faire vos conclusions là-dessus. Et donc je précise d'ailleurs qu'il n'y a pas d'article nature dans les encyclopédies, même spécialisées, je crois. Alors beaucoup d'encyclopédies n'en ont pas, et celles qui en ont beaucoup de mal à l'écrire, et notamment... donc à théoriser, en tout cas. Voilà. Et il est célèbre que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert a complètement botté en touche. C'est Buffon, donc le fondateur du muséum, qui devait l'écrire. Finalement, il ne l'a pas fait. Et donc, ils ont fait juste un article de renvoi, en disant c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Allez plutôt voir des mots sérieux, comme providence, Dieu, univers, et des choses comme ça. Donc un mot nature, Catherine Aubertin, François Sarrazin, très, très employé, très usité, mais pas théorisé. Est-ce qu'il est plus facile peut-être de définir d'autres mots utilisés aujourd'hui ? Aujourd'hui, on parle de biodiversité, on parle d'écosystème, on parle de paysage. Voilà, est-ce que vous, ça vous fait bondir ? Est-ce que c'est la même chose ? C'est la nature ? C'est pas la même chose ? Qu'est-ce que ça englobe ? Allez, Catherine. La nature, c'est vrai que ce n'est pas tellement utilisé pour les scientifiques, mais peu également dans les discussions, disons, politiques. Ce qui est utilisé, ce serait plus le terme de diversité biologique. D'ailleurs, qui utilise la nature, l'UICN est une institution qui va conserver la nature, mais si on s'intéresse à la Convention sur la diversité biologique, qui a été signée en 92 au sommet de la Terre à Rio, on va s'intéresser à cette diversité biologique, c'est-à-dire à ces interrelations des divers étages, donc des écosystèmes, des espèces, des gènes et des relations à l'intérieur de ces compartiments. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette Convention sur la diversité biologique, parce que le mot biodiversité n'avait pas été encore popularisé. Au passage, moi j'aime bien dire que biodiversité c'est un barbarisme avec une racine grecque et une racine latine. Enfin, ça ne fait pas avancer l'histoire. Apparu dans fin des années 80. À la fin des années 88, on ne va pas la trouver dans les dictionnaires avant
le milieu des années 90, c'est 1990. Hein. Donc, cette Convention sur la diversité biologique, quel est son but? C'est de conserver, bien sûr, mais ça va être aussi d'utiliser durablement. Donc, l'homme intervient. Hein, d'utiliser durablement, et ça va être aussi le troisième objectif de la Convention. Donc, il y a conserver et user durablement, et il y a le partage juste et équitable des avantages tirés de l'exploitation des ressources génétiques. Et là, on voit tout de suite l'aspect politique. L'aspect politique qui intervient, c'est-à-dire que effectivement la diversité biologique apporte certains avantages et il y a des intérêts à partager. Alors ces intérêts à partager, c'est assez simple. En 92, on est après la chute du mur, hein, ça c'est de Berlin, c'est important. On est, pense, dans l'époque de Ronald Reagan, Madame Thatcher, c'est-à-dire que on est vraiment à l'époque triomphale du néolibéralisme. C'est-à-dire que le marché va résoudre tous les problèmes, y compris les atteintes à la biodiversité. C'est-à-dire que quel est le problème? C'est que ces biens de la biodiversité, ils ne sont pas appropriés. Ils sont libres, ce sont des biens publics, on va dire, des biens communs, et donc ça va pas. Ils sont gaspillés. Donc il faut raisonner en bon père de famille. Il faut distribuer donc des droits de propriété, et les droits de propriété vont permettre de donner un prix, et tout sera bien gardé. À la limite, si c'est ce qu'on appelle les externalités économiques, c'est-à-dire tous ces biens qui sont hors marché rentraient dans le marché, il n'y aurait plus de problème d'environnement. Ça, c'est une définition. Il y a juste un petit dessin que je vous montre derrière. Là, la biodiversité, donc c'est la... Non, juste avant, peut-être. Juste avant. C'est, comme l'a signalé Frédéric, c'est quelque chose à tous les niveaux. Hein, mais on voit bien qu'actuellement, le travail qu'on fait sur le monde animal, ce sont des ressources génétiques. On va chercher l'ADN, on va séquencer, et on termine avec des choses totalement immatérielles. C'est les DSI qui sont des informations qu'on va trouver dans des banques de gènes sous la forme d'une série de nucléotides, les grandes briques de la vie. Voilà. Donc là, j'ai mis quelques expressions qui permettent de comprendre comment la nature fonctionne. C'est-à-dire que la nature, elle subit un processus d'appropriation et de valorisation. C'est vraiment l'expression des relations nord-sud, mais aussi elle va structurer les relations, les oppositions nord-sud. Parce que pour, disons, les pays du Sud, pour aller vite, les questions d'environnement, ce sont surtout des questions d'inégalité. Ce ne sont pas des questions techniques, ce sont des questions d'inégalité, des questions de passé colonial à absorber et de géopolitique. Et puis, gouverner la biodiversité, c'est gouverner les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on donne les multiples lois qui ont été... les multiples accords pour gouverner la nature, pour faire attention à la nature, et en fait, c'est une façon de gouverner les hommes. Alors en sachant qu'effectivement, avec toutes ces définitions, on est beaucoup plus dans cette gestion et cette relation des hommes à la nature au sens large du XXe et du XXIe siècle. Mais cette nature a eu bien d'autres relations aussi avec les hommes. François Sarrazin, la nature, elle vous parle comment à vous? Alors, quelque part, moi j'ai été formé dans ce qu'on appelle les sciences de la nature, donc d'une certaine manière, au moins en termes de diplôme académique, ça doit quelque part vouloir dire quelque chose, mais c'est peut-être pas si évident que ça. Et ces sciences de la nature, assez classiquement, elles rassemblent à la fois des sciences du vivant, même si la biologie aujourd'hui, les sciences de la vie sont vraiment rassemblées à tout ce qui se passe à l'échelle intra-organisme, voire à l'échelle intra-organe, voire à l'échelle de la cellule et plus bas. Tout ce qui concerne l'écologie, bien évidemment, donc les sciences des relations entre les organismes et leur environnement, leurs environnements, avec des S peut-être à environnement, et pas seulement le nôtre. Et bien sûr, les sciences de la Terre, les géologies et les sciences planétaires. Parce qu'effectivement, quand on regarde ça du point de vue un peu froid de ces sciences de la nature, cette nature, globalement, ça rassemble, comme l'a dit aussi Frédéric au début, l'ensemble des milieux physiques à l'échelle de l'univers, si je puis dire, des systèmes planétaires. Et puis en ce qui concerne notre petite sphère sur laquelle on essaie d'exister, effectivement, ces milieux physiques et géologiques, l'atmosphère, les océans, et toute la couche de biosphère qui rassemble effectivement cette biodiversité dont on vient de parler. Et j'aimerais rajouter dans cette perception une dimension qui est là et
à la fois propre à ces systèmes physiques qui sont en dynamique perpétuelle, mais aussi à ce vivant dans cette vision biodiversité du vivant, qui est sa caractéristique évolutive au sens darwinien du terme, c'est-à-dire cette trajectoire de changement qui a ses propres règles de fonctionnement, d'évolution à base génétique, mais pas seulement, qui effectivement traduit à l'échelle de cette planète depuis peut-être à peu près 3,8 milliards d'années, ça dépend un peu des données et des périodes où on commence à stabiliser un petit peu cette histoire, mais on voit ce foisonnement avec ces grandes périodes de changement, etc. Et donc, quand on prend cette acception-là, effectivement, la question de savoir à partir de quand ces choses-là ne sont plus de la nature, quand des humains sont dedans, ou est-ce que c'est de la nature, eh bien, ça renvoie, je pense, à des problèmes effectivement philosophiques, anthropologiques. On ne peut pas s'empêcher de penser à ce qu'en dit Philippe Descola en tant qu'anthropologue, qui définit dans notre vision occidentale ce point de vue, peut-être avec des racines judéo-chrétiennes assez fortes, qui nous séparent, nous humains, du reste du monde, là où d'autres sociétés ont construit d'autres représentations, qu'elles soient anémistes, totémistes, analogistes, dans lesquelles les perceptions de ressemblance et de partage avec ce qui entre les vivants, les humains et les autres vivants sont beaucoup plus fluides, peut-être. Donc voilà. Donc dans notre point de vue, en tout cas occidental, effectivement, dès qu'on parle du point de vue scientifique de la nature, on est dans quelque part ce qui ne relève pas directement des sciences de l'homme et de la société, dont ma collègue et quelque part Frédéric aussi, si tu as l'interface, sont porteurs. Et c'est bien maintenant dans ce mixte entre ces différents domaines de sciences qu'on essaye de brasser ces questions complexes de nos relations, de nos interactions avec la nature. Mais c'est intéressant justement, François Sarrazin, d'aller chercher ce qui s'est passé dans les temps plus anciens et aussi de décentrer, c'est-à-dire d'ouvrir notre regard et d'essayer de comprendre à l'échelle aussi de différentes aires géographiques et des différents temps, des différentes époques, des différentes cultures, cette relation de l'homme à la nature, pour mieux comprendre justement et revenir à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Frédéric Ducarme, vous avez travaillé sur ces questions-là. Et vous vous rendez compte que finalement, dans l'Antiquité, la nature était beaucoup plus célébrée qu'à l'époque du christianisme, par exemple. Oui, même si ça dépend par qui, parce que l'Antiquité, c'est justement une période où il y a quelques grandes entités politiques, mais il y a beaucoup de cités aussi, avec une richesse, un foisonnement culturel et philosophique et religieux hyper important, et avec des innovations énormes. À Athènes, au 5e siècle, cohabitent des atomistes avec des platoniciens, avec des purs religieux, etc. Donc ils n'ont pas un gros bloc idéologique. Après, j'aurais tendance à penser, contrairement à Descola, qu'il n'est pas si certain que l'Occident moderne soit un gros bloc idéologique. Je pense qu'on est traversé de beaucoup de contradictions, on le vit tous les jours, que cette soi-disant modernité, c'est d'ailleurs ce qui est un petit peu plus critiqué, quelqu'un comme Bruno Latour, est-ce qu'on vit vraiment tous dans cette séparation absolue du vivant et du naturel, ou est-ce qu'au contraire, on a une masse d'objets hybrides où il y a à la fois du culturel et du naturel, et que c'est qu'à la marge qu'il y a des objets purement culturels ou purement naturels. Donc, je serais plutôt à penser ça. Je pense aussi que nous n'avons jamais été modernes, comme Bruno Latour. Alors vous avez travaillé aussi sur les cultures, les pays, en étudiant le mot nature dans 76 langues et donc dans 31 familles linguistiques. Ça donne quoi ? Oui, alors je ne vais pas trop m'étendre sur la linguistique, parce que je ne sais pas si c'est pour ça que les gens sont venus ce soir. Mais la linguistique, en fait, c'était pour moi surtout un axe pour rentrer dans des entités culturelles, parce que c'est très compliqué d'essayer de travailler à la fois sur la nature vue par les Chinois, les Indiens, les Amérindiens, etc. Et donc les langues, au moins, c'est des blocs relativement manipulables. Il n'y en a pas tant que ça, surtout si on est à l'échelle des familles. Et donc, ça m'a permis de comparer, en fait, par l'étymologie du mot nature dans différentes langues, de comparer tout ce que véhiculaient ces mots en termes d'étymologie d'une part, mais aussi de choses associées, de connotations, de dénotations. Et c'était intéressant parce que justement, ça permettait de voir que dans beaucoup de langues et donc de cultures, il y a une vision très dynamique de la nature. La nature est pensée comme un processus. Alors qu'on considère classiquement qu'en Occident, la nature est quelque chose d'assez inerte et statique, notamment, comme
comme l'a dit François, parce qu'il y a aussi ce background chrétien de la création. Et les choses ont été créées, puis c'est là. Et en fait, l'idée aussi que la nature n'a pas d'histoire, que l'histoire est seulement humaine, et que la nature, elle ne change pas trop. Alors qu'évidemment, la nature, elle change énormément. Tout à l'heure, je me promenais dans le jardin des plantes. À Paris, là, on voit plus de moineaux et à la place, on voit plein de perruches à collier. Ça n'a pas été provoqué artificiellement. Alors, ça a été aidé par les humains, mais la disparition actuellement des moineaux, je ne sais pas où c'en est, François, tu nous diras, c'est quelque chose d'étonnant, qui étonne tout le monde et qui n'est pas voulu. Donc, il se passe des choses dans la nature aussi. Et la nature, elle a une histoire et qui interagit avec l'histoire humaine. Et ça, c'est quelque chose, justement, cette séparation historique des sciences de l'homme et des sciences de la nature font que l'histoire naturelle à proprement parler, l'histoire de la nature, qu'on appelle l'histoire environnementale, est une zone encore très grise dans l'université. Est-ce que les uns les autres, vous diriez qu'il y a quand même des différences selon les pays, que par exemple les États-Unis ont eu des théoriciens, des défenseurs de la nature assez tôt, et puis on pense à Henry David Thoreau, à Ralph Waldo Emerson, à John Muir, et que la France peut-être, puisque voilà, c'est quand même notre pays, a été plus en retard, notamment par rapport aux pays anglo-saxons, ou par rapport à l'Angleterre notamment, dans sa relation à la nature et à la défense de la nature. Est-ce qu'on peut faire ce genre de distinguo ou pas? Compliqué? François Sarrazin. Effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui ont porté haut, d'acteurs qui ont porté haut ce discours sur une protection d'une nature. Enfin, je pense que Frédéric en reparlera. Avec une dimension patrimoniale très forte, des monuments naturels, etc., extrêmement importante. Il y a eu d'autres perceptions. Alors, c'est vrai que la France n'apparaît pas forcément en pointe, mais si on regarde historiquement, la Société nationale de protection de la nature, elle est quand même très ancienne. J'ai plus son date de création exacte, mais c'est le début du XXe siècle, sauf erreur de ma part. La Ligue pour la protection des oiseaux, je crois que c'est 1912, ou des choses comme ça. Donc, on a quand même dès ces périodes-là des émergences. Par contre, sur des objets un peu emblématiques de mise en protection que sont par exemple les parcs nationaux, c'est vrai que là où les premiers parcs américains, c'est 1872, quelque chose comme ça, et on attend la loi de 1960 pour avoir des parcs nationaux en France avec des retours d'ingénieurs des territoires colonisés qui reviennent s'installer et qu'il faut bien occuper et qu'on va mettre un peu sur ces chantiers de mise en protection. Donc tout un tas de perceptions très différentes probablement, mais avec des histoires encore une fois complémentaires. Et alors, un point quand même intéressant, vous citiez des scolas, et c'est vrai qu'on pense souvent, ou on nomme souvent les peuples premiers quand on parle de la nature. Et on en parle parce qu'on estime qu'ils ont une relation à part avec Mère Nature. Catherine Aubertin. Oui, là, on attribue, disons, aux peuples autochtones des relations différentes avec la nature, où il n'y a pas cette coupure. Et effectivement, il y a beaucoup de cartes qui recherchent les hotspots de biodiversité vont montrer que c'est là où il y a des peuples autochtones qui ont su. Il y a une corrélation entre les zones riches en biodiversité et là où on trouve des peuples autochtones. Actuellement, cette vision est très portée, par exemple, par l'IPBES, qui est la plateforme. C'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, on peut dire ça? Dit, oui. Donc, sur la biodiversité, qui a bien montré que les populations autochtones conservent de grands pans actuellement encore de biodiversité, et grâce à leur relation donc à la nature. Et ça amène aussi à s'interroger à d'autres visions de la nature. En ce moment, moi, je regarde ce qui se passe en Chine, puisque vous savez que c'est la Chine qui va accueillir la prochaine conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique, à Kunming, normalement. Là, il y en a une qui vient de s'arrêter, il y en a une qui va repartir normalement au mois d'avril. Et là, le thème est civilisation écologique. Et quand on va regarder d'un peu plus près, là, j'ai regardé sur les conseils de Denis Couvet, cette civilisation écologique, c'est pas du tout la civilisation des peuples autochtones. C'est une civilisation qui porte essentiellement sur le contrôle de la population d'une façon autoritaire, un contrôle généralisé pour que chacun ait donc le mode d'utilisation et de quantité de ressources naturelles à utiliser, et avec tout un arsenal de fiscalisation, parce qu'effectivement, dans le cadre de la Chine, dans les frontières chinoises, les responsables de la dégradation de l'environnement, ça ne peut pas être le capitalisme.
forcément. Ça ne peut pas être non plus les entreprises, puisque c'est le Parti communiste chinois qui décide de ce que doivent faire les entreprises. Donc c'est bien le peuple qu'il faut contrôler. Et ça, c'est aussi une forme de civilisation qu'il faut envisager. Il n'y a pas que la vision des peuples autochtones, il y a aussi la civilisation écologique vue par la Chine. J'ai trouvé ça assez intéressant. On perçoit cette différence des civilisations, justement, du fait d'avoir mis en place des COP pour régler le problème du climat et donc du réchauffement climatique, et puis d'un autre côté, d'autres COP uniquement pour la question du vivant, de la nature et de la biodiversité. Ça dit aussi quelque chose ? Ah oui, ça c'est une, pardon, oui c'est une organisation effectivement comme en silo, on dit maintenant. Hein, donc parce que les peuples premiers notamment, ou certains pays demandent à ce que les deux en fait soient unis, enfin réunis, les trois. Les trois avec la convention de désertification. Oui, on peut effectivement le réclamer, mais bien sûr là on est c'est les sentiers de dépendance. Hein, ce sont Bon, pourquoi est-ce qu'il y a eu la création du mot biodiversité ? C'était en 88, si on la met en 88, c'est parce qu'il y avait une réunion de biologistes qui décidaient que c'était pas normal, en gros, que ça soit que les sciences du climat qui reçoivent toutes les subventions et qui organisent pour 1992 la convention à Rio. Voilà. Donc il a fallu vite organiser une convention sur la diversité biologique. Vous voyez. Donc il y a aussi des communautés scientifiques, des communautés institutionnelles, c'est pas si facile. Mais il est évident que de plus en plus, maintenant, on voit quelque chose de beaucoup plus général où les problèmes sont globaux et c'est eux qu'il faudra résoudre de façon globale, inclusive. François Sarrazin. Oui, des problèmes qu'il faut nécessairement résoudre de manière convergente. Mais qui sont des problèmes complexes qui ne sont pas solvables l'un dans l'autre immédiatement et interchangeables immédiatement. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la question de l'interface entre biodiversité et climat, on est en ce moment souvent, en tout cas dans certains médias, dans une sorte de raccourci qui consiste à penser que si on arrivait d'un claquement de doigts à résoudre le problème climatique, on aurait résolu les problèmes de la biodiversité. On ne peut pas faire plus faux. C'est-à-dire que, bien évidemment, les problèmes de climat sont majeurs pour la biodiversité. Ils sont déjà avérés, ils sont déjà documentés et ils vont aller en s'aggravant. Mais aujourd'hui, le problème, et depuis de nombreuses décennies et siècles, le problème principal sur la biodiversité, c'est la perte et la fragmentation des habitats. Donc c'est nos anthropisations de nos espaces, notamment à des fins agricoles, mais pas seulement, les urbanisations, etc. C'est les problèmes de surexploitation, c'est les problèmes de pollution, etc. Et la partie climatique vient au moins en 3e ou 4e position, suivant les systèmes, même si bien évidemment ça vient croissant. Il ne s'agit absolument pas pour moi de dire que le problème climatique, c'est un faux problème, loin de là. Mais quand on parle de biodiversité, c'est pas le seul problème, c'est pas forcément même le premier à l'instant où on parle. Et quand on parle de résoudre ces problèmes pour la biodiversité et pour le climat, alors ça, je déborde peut-être sur le cadre des questions qui vont venir, mais ça pose la question des finalités, c'est-à-dire pourquoi on lutte sur tout ça, contre ces problèmes. Quand on est sur le climat, est-ce qu'on résout le problème climatique pour le climat ? Est-ce qu'on le résout pour nous ? Et le problème, c'est le climat, et donc la biodiversité, elle est au service de la résolution du problème climatique ? Ou bien est-ce que le problème climatique, c'est un problème pour les vivants, nous et les autres vivants ? Et dans ce cas-là, quand on lutte sur les problèmes climatiques, on le fait avec des stratégies qui sont certes intéressantes pour nous, mais qui essayent de pas contrebalancer trop ou rajouter des problèmes aux problèmes de biodiversité. Et ça, c'est des questions qui sont actuellement pas résolues d'une manière claire, parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui, dans un sens comme dans l'autre, parfois vont même dans des synergies qui aggravent certaines situations. Donc on est vraiment... Par exemple, donnez peut-être par un exemple concret. Les stratégies de gestion des forêts. L'Europe a eu des débats assez dantesques ces derniers mois pour savoir si globalement, je vais être extrêmement caricatural et simpliste, si les forêts, ça doit être des champs de planches pour stocker du carbone, ou si on considère que les forêts, c'est aussi et peut-être d'abord des enjeux de biodiversité et d'usage anthropique de cette biodiversité, sachant que, bien évidemment, les dynamiques forestières sont susceptibles d'avoir des interactions positives, négatives, etc., avec les enjeux climatiques. Donc, comment est-ce qu'on combine tout ça ? Est-ce qu'on assujettit tout à une entrée ?
qu'elle soit biodiversité en ignorant le climat ou qu'elle soit climat en ignorant la biodiversité, c'est bien l'enjeu. Comment on dépasse ça? Et du coup, sur la fusion des COP, il y a effectivement beaucoup de volonté et de souhait de les rapprocher. Bon, il y a déjà beaucoup de travaux qui commencent à se faire entre le GIEC, l'IPBES, etc. Et pour les conventions aussi, je pense qu'il y a de la discussion. Mais je pense qu'un certain nombre d'acteurs sont un peu en prudence de vouloir fondre l'une dans l'autre ou l'une avec l'autre, ou s'il y en a trois, de peur un petit peu de voir un des enjeux phagocyter les autres, quoi. Donc c'est des sujets politiques au sens le plus noble du terme et complexe, comme toujours. Et comme vous dites, on sent ces tentatives de rapprochement, en tout cas. Tout cela nous amène, parce qu'on a beaucoup parlé climat, beaucoup parlé biodiversité, on parle plus beaucoup de nature. D'ailleurs, le mot nature, on l'utilise peu là depuis quelques temps. Frédéric Ducarme, ça pose la question de, aujourd'hui, justement, l'homme dans la nature, est-ce qu'il a une place uniquement, je vais dire, donc de mainmise, de domestication, d'exploitation, où il se place concrètement? Alors, je vais peut-être d'abord rebondir un petit peu sur ce qu'a dit François, parce que je trouvais très intéressant et important. Sur ce qu'il y a plusieurs... En fait, que la nature, justement, c'est un... Alors, on va employer des termes de linguistique, désolé. C'est un hyperonyme, c'est-à-dire juste le nom qui est au-dessus, et qui a différents hyponymes, les noms qui sont en dessous. Et que, par exemple, la biodiversité est un hyponyme de la nature. La biodiversité est une partie de la nature. Ce n'est pas un synonyme, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas substituer nature par biodiversité. Par exemple, on oublierait toute la nature minérale que j'ai montré tout à l'heure. Voilà. Et quand on protège la nature, on aime aussi protéger des paysages qui ne sont pas directement liés à la biodiversité. C'est pareil avec le climat. Le climat est un des enjeux de la nature, et ce n'est pas le seul. Et le problème, effectivement, politique, c'est qu'il y a, au bout d'un moment, embouteillage de ces enjeux. Quand on protège la nature, est-ce qu'on veut protéger le climat? Et c'est important. Est-ce qu'on veut protéger la biodiversité? Et ce n'est pas le même enjeu, et ça ne se passe pas de la même manière. Est-ce qu'on veut protéger notre patrimoine naturel, ce qui est autre chose? Ou est-ce qu'on veut protéger nos ressources? Et donc, c'est ces différents enjeux qui s'accumulent et qui sont plus ou moins en conflit, mais y compris au niveau médiatique, au niveau du grand public. Le climat a eu beaucoup de succès au niveau politique, parce que c'est facile à se représenter, ça fait très peur. Effectivement, c'est un problème énorme, et qui tend aujourd'hui à occulter justement le problème de la biodiversité, qui serait là même s'il n'y avait pas le problème climatique. Et ça, c'est tout l'enjeu aussi, pour les biologistes aussi, c'est de dire « on existe, il n'y a pas que les physiciens, il n'y a pas que le problème du réchauffement climatique, il y a aussi la biodiversité. » Et c'est aussi une sacrée crise qui peut provoquer les mêmes cataclysmes. Parce que, en plus, si on laisse les physiciens se saisir tout seuls du problème de la nature, ils vont nous faire des réponses de physiciens, c'est-à-dire des réponses d'ingénieurs. Donc, on entend tous les délires de on va obscurcir l'atmosphère pour qu'il y ait moins de rayonnement, ou on va ensemencer les océans, ou effectivement, on va planter des kilomètres d'arbres transgéniques qui stockent vachement de carbone, sauf que des kilomètres d'arbres transgéniques, en termes de biodiversité, c'est comme un parking. Il n'y a rien. Et c'est ce qui se produit dans certaines forêts. Dans beaucoup de pays du tiers-monde où on plante des arbres, justement, d'essence exotique, et notamment tout ce qui va être certains acacias ou les eucalyptus. L'eucalyptus, il n'y a rien qui consomme de l'eucalyptus. Il y en a plein en France. Il n'y a rien qui consomme l'écorce, qui consomme les feuilles d'eucalyptus. Donc en termes de biodiversité, une plantation d'eucalyptus, c'est un parking. Par contre, ça stocke du carbone. Vous voyez que c'est pour ça que c'est très difficile de jouer avec ces différents enjeux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se débarrasser du mot nature, j'y reviens, parce que si on se concentre trop sur la biodiversité, et nous on s'y concentre, on trouve ça bien, c'est notre métier, mais il ne faut pas oublier le climat quand on travaille sur la biodiversité. Par contre, quand on travaille sur le climat, il ne faut pas oublier la biodiversité. Et dans tous les cas, il ne faut pas oublier l'aspect culturel, et ni à un moment l'aspect aussi économique, parce qu'on doit tous manger ce soir, et à un moment on fait des choix quand on mange. Donc on ne peut pas tout protéger non plus. Donc c'est en fait, elle est là la vraie complexité de la protection de la nature. C'est tous ces enjeux qui s'imbriquent, qui sont parfois en conflit. Par exemple, les éoliennes. Pour le climat, c'est super les éoliennes. Et il y a des gens qui disent « Ah, mais ça détruit les paysages. » Et les paysages, en France surtout, c'est notre patrimoine. Et c'est une critique qu'il faut recevoir. On ne peut pas évacuer le patrimoine au profit du climat. Donc, et c'est là qu'arrive la politique. Et c'est pour ça que je n'ai pas de réponse à ça, parce que mon devoir à moi de scientifique n'est pas de donner des réponses, mais d'essayer de bien poser les questions. Mais c'est vrai que le mot nature est devenu très politique. Alors le mot climat, bien sûr, le mot diversité aussi, mais biodiversité, mais le mot nature, quand on parle des zones à laisser en toute naturalité, on a quand même entendu ça aussi dans les débats. Qu'est-ce qui se joue là concrètement? François Sarrazin, oui. Oui.
Vaste sujet, vaste débat, et sujet particulièrement chaud, notamment en France, une fois encore, là où d'autres pays abordent ça de manière peut-être plus dynamique. En fait, bon, on l'a bien dit, on est dans des espaces qui sont historiquement et même préhistoriquement anthropisés. Hein. Quand on fait ce diagnostic de cette crise environnementale, on est souvent sur le débat sur cette grande accélération au cours de la période, disons, industrielle et actuelle. Mais en fait, les anthropisations humaines sont anciennes. Donc, on est sur des milieux, notamment dans nos régions d'Europe, très anciennement anthropisés. Et donc, ce mythe, quelque part, d'une nature intouchée, non modifiée, vierge, pristine, etc., cette wilderness, entre guillemets, perçue comme telle à l'anglo-saxonne, là aussi, probablement avec pas mal d'erreurs, est effectivement, pose question dans sa disponibilité dans nos environnements. C'est clairement quelque chose qui est extrêmement relictuel, ponctuel. Est-ce que ça veut dire que, du coup, parce qu'on aurait tout touché à un moment, qu'on aurait tout modifié à un moment, on devrait considérer que les autres formes de vie qui nous entourent, les autres vivants, devraient nous être assujettis dans une sorte d'extension du domaine de la domestication. Très personnellement, je ne le pense pas, et en tant qu'écologue, ça me paraît être une aberration de penser qu'on doit être nécessairement, encore une fois, possesseur un petit peu des dynamiques des systèmes qui nous entourent. Donc le gros débat à l'heure actuelle, c'est de voir comment on peut redonner et relaisser revenir des dynamiques, on parle de naturalité, dans des espaces qui ont été anthropisés. Alors, c'est des dynamiques qui reviennent des fois spontanément parce qu'on a de la déprise agricole, parce qu'on a une gestion forestière moins forte dans certains espaces, parce qu'on a des changements économiques, sociaux, des populations qui bougent, etc. Donc, il y a des choses qui sont... je dirais, en laisser-faire un peu subi par manque de pilotage. Et puis, il y a des stratégies très proactives, de plus en plus, que ce soit des institutions, des ONG, des individus, des personnes, des propriétaires terriens, etc., qui décident de laisser revenir en spontanéité ces dynamiques entre guillemets naturel, au sens où là, on n'est pas à dire toi tu es ici, toi tu es là, toi je veux tant de nombre, etc. On laisse faire. Après, c'est que ces dynamiques, elles partent de systèmes qui ont été modifiés, donc elles ne sont pas instantanément dans l'état pré-perturbation. Donc jusqu'où on laisse faire ces dynamiques très modifiées avec des assemblages d'espèces très hétérogènes, enfin qui n'ont pas forcément coévolué entre elles, sur lesquelles il manque certains compartiments qui peuvent aller vers des régulations, etc. Est-ce qu'il faut ramener dans certains cas certains éléments pour compléter ces cortèges? Ça, c'est des débats très forts actuellement dans le monde de la conservation, de la restauration de la biodiversité. Hein. Il y a tout ce corpus de travaux en restauration. L'idée étant toujours la question de la référence, qu'elle soit factuelle ou culturelle qu'on essaye d'avoir. Est-ce qu'on doit restaurer des choses telles qu'elles étaient avant ? Ça, on en parle de moins en moins, telle qu'elle serait devenue si elle n'avait pas été perturbée, ou telle qu'il faudrait qu'elle soit pour affronter l'avenir, sachant les dynamiques de changement qui continuent, notamment climatiques et autres. Donc c'est des débats très très actuels, hein, pratiques, scientifiques, mais aussi et surtout éthiques. Et ça, on entend aussi parler de l'idée de mettre en place une forêt primaire à l'échelle de l'Europe. Ça, c'est Francis Allais notamment qui prône qui porte ce projet-là. Et on sent qu'il y a, au-delà des aires protégées ou des zones en toute naturalité, qu'il y a quand même ce mouvement en cours. Catherine Aubertin. Et si l'on reprend l'objectif des 30% d'aires protégées terrestres et maritimes qui a été proposé par une coalition, mais aussi par des ONG, qui était dans la déclaration de la pré-réunion de Kunming sur la COP15, qui a eu lieu la semaine dernière, eh bien, ces 30% ont été retirés. Ils ont été retirés de la déclaration, essentiellement du fait de la Chine, qui ne voulait pas entendre parler des 30% sur la façade maritime, essentiellement. Mais les 30%,
c'est quelque chose d'assez compliqué dans la mesure où, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire mettre 30% en aire protégée? Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut dans les 70 autres %. Donc déjà, là, vous voyez, on arrive à quelque chose de difficile. Et puis, où va-t-on trouver des terres à mettre en protection, si ce n'est justement, comme on en a parlé tout à l'heure, là où il y a des populations locales qui ont géré depuis très longtemps leur environnement, et on ne voit pas très bien pourquoi on va les déclarer du jour au lendemain aires protégées sans qu'ils soient associés à la gestion de ces aires protégées. Donc là aussi, on est sur des conflits de représentation de ce que peut être la nature. Parlez-nous peut-être du protocole de Nagoya quand même, parce que face à la domination, à l'exploitation de la nature par les hommes, il y a quand même eu ce protocole, en tout cas cette Alors, le protocole de Nagoya est international. Le protocole de Nagoya est un protocole, donc c'est quelque chose de contraignant qui est adossé à la Convention sur la diversité biologique. Il traite principalement le troisième objectif de la Convention, dont on a parlé, c'est le partage juste et équitable des avantages tirés de l'exploitation des ressources génétiques. Et en fait, c'est pour combattre la biopiraterie, c'est-à-dire pour éviter cette représentation du chercheur américain qui va chercher. Généralement, c'est américain parce que ça se passe en Amérique du Sud, qui va donc avoir accès, grâce à un vieux chaman, à des plantes, magie, quasiment magique. Il va retourner chez lui, en 3 mois, il va trouver le principe actif et faire un médicament, etc., etc. Bon, ça, c'est vraiment une représentation. Mais ce qui est sûr, c'est quelque chose de très fort pour qu'il y ait des revendications. Vraiment, ça a structuré la revendication des peuples autochtones et des États du Sud de faire reconnaître leurs ressources génétiques et la façon dont ils ont pu les améliorer, les conserver. Alors, le protocole de Nagoya, malheureusement, était donc entré en vigueur en 2014. Entré en vigueur en 2014, mais déjà discuté en 2010. Et puis, c'est ce troisième objectif, c'est-à-dire, il repose sur des relations marchandes. C'est-à-dire, pour éviter ce pillage du tiers-monde, eh bien, on va donner une valeur aux ressources génétiques et une valeur aux savoirs locaux. Et tout ça, ça va s'échanger sur des marchés. Et 10 ans après, on va dire 2010, 10 ans après, on s'aperçoit que ce système, il n'y a eu aucun revenu. C'est-à-dire que on pensait que les industriels allaient s'intéresser à la biodiversité et allaient faire des contrats avec les populations et les États du Sud. Eh bien, ça n'a pas eu lieu. Ce qui a lieu, c'est essentiellement des complications pour la recherche fondamentale, puisque la recherche ne fonctionne plus vraiment maintenant à partir de plantes ou d'animaux récupérés sur place. Voilà, ça fonctionne plus comme ça. Ça fonctionne plus à travers des banques de gènes avec des séquences génétiques, et c'est justement un des prochains problèmes qui va se poser toujours cette COP15. Donc il va y avoir ces 30%, il va y avoir aussi le fait de considérer que des séquences génétiques numérisées dans les banques de gènes, c'est-à-dire des successions de soit 001, soit ACTG, les nucléotides, complètement dématérialisées, que vous avez dans votre ordinateur, il faut les reconnaître comme des ressources génétiques et donc qu'elles soient soumises au partage des avantages. Parce que pour l'instant, elles sont en accès gratuit dans les grandes banques de gènes tenues par le Japon, l'Europe et les États-Unis. Et dernier point avant de donner la parole justement à la salle. Dans cette ère de l'Anthropocène, donc on a compris avec une nature très anthropisée, selon vous, idéalement, quelle devrait être la place de l'homme dans la nature? Modeste. Ah, là, c'est très clair. Hein. Merci Catherine, François. Oui, je dirais pas mieux, peut-être un peu plus longuement, malheureusement. En fait, je pense que la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si on souhaite continuer de fonctionner comme on le fait depuis l'histoire du vivant, c'est-à-dire comme la chose qu'on partage le plus avec le reste du vivant, que sont des bactéries à la baleine bleue, notre capacité à croître et se multiplier. C'est effectivement le principe même du vivant, ce foisonnement. La question, c'est est-ce qu'on veut en rester là ou est-ce qu'on est capable à un moment de penser ça et d'envisager des changements de trajectoire qui font qu'on se met à respecter le reste du vivant au-delà de ce qui nous rapporte. En fait, ça c'est toute la question, là je le résume en quelques mots de manière brutale, mais c'est toute la question éthique de nos relations au vivant, quel type de valeur on apporte. Donc dans l'IPBES, dans le rapport présenté en 2019 à l'UNESCO, la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, qui porte haut donc la façon dont les différents peuples se représentent cette nature, avec le vocable de contribution de la nature aux sociétés, donc le mot nature est très présent.
a bien mis en avant que l'enjeu central qui pilote les pressions directes qu'on a sur la biodiversité, celles dont on a déjà parlé, perte d'habitat, surexploitation, changement climatique, etc., médiés eux-mêmes par les facteurs indirects que sont notre démographie, nos représentations socioculturelles, nos modes de consommation, nos technologies, nos institutions, nos gouvernances, nos conflits, nos épidémies, etc., sont eux-mêmes médiés par nos valeurs et nos comportements. C'est-à-dire qu'en amont de tout ça, la question, c'est savoir ce que nous, on prétend être et des valeurs qu'on reconnaît à nous-mêmes, bien sûr, mais aussi aux autres vivants ou à leurs assemblages au sein des écosystèmes, etc. Et ce débat sur les valeurs, qui est le cœur de l'éthique environnementale, je pense que mes collègues pourraient en parler mieux que moi, il se structure, il y a énormément de travaux qui se sont attaqués à ça. Globalement, si on simplifie énormément le paysage, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a globalement trois grandes familles de valeurs qui sont travaillées, mais il y en a d'autres aussi qui émergent. Mais globalement, débat sur les valeurs instrumentales, on en a beaucoup parlé, tout ce qui est l'usage direct ou indirect qu'on a de ces ressources. Les valeurs qu'on qualifierait d'intrinsèques qui seraient attribuées justement à ces formes de vie, que ce soit aux individus, aux espèces, aux écosystèmes, donc en les respectant un peu par défaut, comme principe de départ, on les respecte et éventuellement, bien sûr, on les exploite, on s'en sert, mais par défaut, on les respecte. Et troisième grande famille de valeurs, les valeurs relationnelles qui sont apparues dans le paysage. Eh bien, ces débats autour de ces trois types de valeurs permettent d'essayer de voir comment on souhaite se placer. Il y a certains auteurs qui disent qu'on peut se placer en essayant d'être vivant parmi les vivants, à partir du reste du vivant, vivre aux dépens d'eux en quelque sorte, ou vivre en tant que vivant dans nos environnements. Donc est-ce qu'on peut être la première forme de vie parmi tous ces vivants qui se préoccupent aussi des autres au-delà de nos propres intérêts? Ça, c'est une question qui est une question sociologique, une question politique, bien sûr, une question individuelle, mais c'est une question qu'il faut replacer à l'échelle de l'évolution, il me semble, et c'est un peu le cœur de ce que j'essaie de porter là. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'histoire du vivant, on est dans une période où une des formes de vie parmi les autres, qui impacte particulièrement son environnement, se pose la question de savoir ce qu'elle veut être parmi les autres et avec les autres. Et ça, c'est peut-être une grande nouveauté qui explique à quel point, pour l'instant, à l'échelle de nos temps très courts, économiques, politiques, eh bien, ça rame, mais 50 ans de réflexion sur les conventions, c'est rien du tout à l'échelle de 3,8 milliards d'années. Donc c'est peut-être normal qu'on soit un petit peu dans le mur. Dans un contexte d'alerte massive et de 6e extinction de masse, faut-il le rappeler. L'écologie de la conservation, c'est ce que vous portez, vous, comme solution, je crois, Frédéric Ducarme. Je suis très content de voir que François réécrit Blaise Pascal, Roseau pensant. Oui, moi j'ai pas, évidemment pas je suis désolé, je n'ai pas la réponse quelle doit être la place de l'homme, et je prétends surtout pas l'avoir parce qu'en fait c'est quelque chose qu'il faut élaborer tous ensemble. Et alors j'aimerais bien que la place de l'homme puisse être très modeste. Malheureusement, on est presque 10 milliards. Malheureusement, on a énormément de besoins. Alors des besoins parfois qui sont faire un week-end à Bali, c'est pas indispensable. Mais des besoins qui sont ma fille a un cancer très grave, je n'ai pas d'enfant, rassurez-vous, mais pour la soigner, il va falloir des moyens technologiques très pointus, et et qui sont le fruit d'un système industriel, d'un système scientifique et tout. Est-ce que dire non au week-end à Bali, beaucoup de gens peuvent le faire. Dire non à sauver votre enfant qui est condamné par une maladie soignable, c'est beaucoup plus difficile de se passer de ça. Donc c'est là qu'est l'enjeu. C'est comment arriver en fait à un système qui soit satisfaisant tout en étant écologiquement durable. Et ça sera une construction démocratique et qui ne va pas être facile. Donc une révolution philosophique aussi et sociétale. Je vous propose de prendre quelques questions dans la salle. Alors est-ce que certains veulent se lancer? N'hésitez pas. Je suis sûre qu'on n'a pas tout dit. Voilà, monsieur, allez-y. Alors, merci pour ces exposés. Question peut-être un peu bête, est-ce que la nature se circonscrit à la planète ou est-ce que le cosmos, l'univers, c'est aussi la nature? Auquel cas, la place de l'homme resterait minime. Alors, ouais, pour ça, je vous renvoie à l'excellente série documentaire qui a été faite par Franck Courchamp, notre collègue d'Orsay,
qui s'appelle Une espèce à part, où justement il s'amuse à remettre l'homme en perspective par rapport à pas mal de paramètres comme ça. Mais effectivement, souvent, quand je montre des images comme ça pour demander aux gens est-ce que ça pour vous c'est de la nature, là j'en ai mis très peu. Par exemple, je montre un chien aussi. Est-ce qu'un chien c'est de la nature? Je montre aussi la lune. Est-ce que ça c'est de la nature? Et alors, les gens qui sont les chantres du vivant vont vous dire bah non, c'est pas du vivant, on s'en fiche. Mais la nature, par exemple, actuellement, on se pose la question, on pourrait mettre des installations sur la Lune. Ou le ciel, vous savez qu'il y a ces projets là, de mettre des millions de satellites pour que tout le monde ait la Wi-Fi, soi-disant gratuite, sans doute pas. Voilà, est-ce que le ciel, protéger le ciel, ça devient un enjeu en fait de protection de notre ciel? Est-ce que notre ciel étoilé, est-ce qu'on préfère avoir une super Wi-Fi qu'on peut capter même en plongée sous-marine, ou est-ce qu'on préfère avoir un ciel étoilé qui est le ciel étoilé? Donc effectivement, la protection de la nature s'étend très au-delà, je pense, du vivant. Et c'est, à mon sens, le piège en ce moment de cette mode de protéger le vivant. La nature, la planète n'a jamais été aussi vivante. Il y a des tonnes de poulets, de vaches et tout. C'est pas le vivant le problème. C'est d'une part la biodiversité, oui, et d'autre part peut-être qu'on veut être la nature. Dans ce cas-là, notre patrimoine. Vaches, poulets, qui représentent à peu près 95%, je crois, des animaux, oui, et 5%, oui. Le reste, 5%, ce sont les animaux sauvages. Donc, la biomasse des vertébrés terrestres. Ça, exactement. François Sarrazin, alors on parlait de nuit étoilée, mais c'est vrai que l'alternance nuit-jour, elle est essentielle au vivant. Aujourd'hui, elle existe beaucoup moins, ou dans certaines zones de la planète, quasiment pas. Or, la biodiversité est atteinte aussi par le fait qu'il n'y a plus de nuit dans certains endroits. Quand on parle des pollutions maintenant, bien sûr, on pense pesticides. Bon, ça, c'est fait pour tuer, donc c'est normal que ça tue. Des pollutions microplastiques, macroplastiques, mais aussi les pollutions lumineuses, effectivement, extrêmement présentes. Et les pollutions sonores, on a tous vécu, quelles que soient les conditions plus ou moins favorables dans lesquelles on a vécu les confinements. On s'est rendu compte, je pense, de la place d'autres vivants autour de nous. On s'est mis à entendre des oiseaux, des insectes, etc. C'est effectivement très présent dans pas mal de réflexions maintenant, de travaux, qui montrent par exemple que même au milieu des grands espaces protégés américains, eh bien, très peu de surfaces sont exemptes de bruit humain. Donc ces perturbations et la pollution lumineuse est devenue un enjeu très très fort. Effectivement, les questions de constellation de satellites, là, ça pose des grosses interrogations, même pour un certain nombre d'autres organismes qui sont susceptibles de se repérer, d'avoir besoin de ces informations lumineuses. Voilà. Donc, Catherine Aubertin, vous vouliez réagir ou bien on prend une autre question dans la salle? Une autre question? Allez-y. Bonsoir. Le draft du cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 évoque la notion d'intégrité des écosystèmes. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette notion et de pourquoi elle est là, et est-ce qu'elle est pertinente écologiquement et sur le point de vue des sciences humaines, etc. Merci. François Sarrazin. Alors, sur ces aspects écosystémiques, donc c'est toujours un peu complexe de définir cette notion d'intégrité des écosystèmes. C'est vrai que globalement, on est dans des débats qui historiquement, bon, il y a eu la mise en place des grands espaces protégés à partir de la fin du 19e siècle et puis tout au long du 20e siècle. Et puis il y a eu beaucoup d'approches espèces centrées, donc situées plutôt à l'échelle des espèces. Et on comprend que il n'est pas envisageable d'aborder la conservation de chaque espèce par espèce, avant d'avoir résolu tous les problèmes. Donc, il y a un enjeu de passer à des échelles supérieures. Et donc, l'échelle écosystémique est particulièrement importante, perçue comme enjeu pour à la fois des dynamiques de communauté, d'assemblage d'espèces, mais aussi de flux de matière et d'énergie au sein de ces écosystèmes, en relation avec les sols, avec les végétations, l'atmosphère et puis les milieux aquatiques également. Et donc là, on rentre dans une décennie qui porte sur notamment cette question de restauration des écosystèmes. Alors, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, la grosse question, c'est de savoir quels sont les référentiels qu'on met, encore une fois, quelles sont quelque part les valeurs qu'on met derrière ces restaurations. Est-ce qu'on veut restaurer ce que c'était, ce que ce serait devenu ou ce que ça devrait être pour répondre à telle ou telle fonction? Et là, encore une fois, est-ce qu'on vise cette intégrité d'écosystème pour les services qu'on en tire? Encore une fois, la nature, elle ne fournit pas de services. La nature, elle n'en a pas grand-chose à faire de nous fournir quoi que ce soit. C'est nous qui tirons des services de cette nature ou qui en tirons des contributions, même dans le vocable très
friendly par rapport aux cultures autres que le monde occidental. La nature, elle donne ce qu'elle veut bien donner, mais on sait surtout ce qu'on en prend. Le chasseur, il va chasser quelque chose qui... Voilà. Donc, dans ces écosystèmes, quel que soit suivant la façon qu'on veut en faire, est-ce que c'est des puits de carbone, on revient sur le débat de tout à l'heure, est-ce que c'est des écosystèmes dans lesquels il y a des dynamiques de biodiversité riches, et quelle métrique de biodiversité on prend, est-ce que c'est de la richesse spécifique, est-ce qu'on veut maximiser des nombres d'espèces, est-ce qu'on veut avoir des espèces dans des situations de fonctionnement de population qui soient satisfaisants, est-ce qu'on veut, c'était le point de vue que j'essayais de présenter tout à l'heure, redonner une chance à l'échelle de l'évolution, c'est-à-dire laisser se faire des dynamiques de libre évolution, pas seulement fonctionnelles, mais aussi darwiniennes. Tout ça cerne, vous voyez, un débat assez complexe par rapport à cette notion d'écosystème. Et pour reprendre une petite boutade, tout à l'heure, on parlait des physiciens qui travaillent sur le climat. Moi, j'aime souvent dire que mes collègues qui travaillent sur le climat, ils font des sciences dures, nous, on fait des sciences complexes. Si ça peut résumer le problème. Allez, une dernière question, allez-y. Je me pose souvent une question qui est: est-ce que la protection de la nature peut être autre chose qu'anthropocentrée? Oui. Je vote oui. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole parce que je suis très, très bavard, mais le malentendu qu'il y a souvent, c'est que cette notion d'anthropocentrisme, pour tout le monde, c'est le fait de considérer qu'on fait un certain nombre de choses pour nos intérêts. Okay ? Et il y a souvent une confusion de termes avec le fait que les valeurs qu'on émet pour notamment ces questions de biodiversité, mais ça pourrait être vrai pour d'autres choses, puisque c'est nous, humains, ici, dans cette salle qui en parlons, sont anthropogéniques, c'est-à-dire que c'est nous qui avons ce discours sur la nature, sur sa protection, ce qu'on en fait, ce qu'on en veut, ce qu'on n'en veut pas. Donc, bien sûr, c'est toujours un moment des humains qui parlent entre humains, d'ailleurs, et il y a toujours un point de vue humain derrière ça. Pour autant, il y a un certain nombre d'acteurs et de penseurs et de praticiens de la conservation qui défendent la mise en protection de telle espèce, de tel ou tel espace, etc. Et il y a des juridictions qui le font. Les oiseaux, les passereaux protégés en France, les listes de protection d'espèces, c'est pour des espèces qui, pour un certain nombre d'entre elles, ne nous apportent rien de spécial. Et dire que notre survie dépend de l'existence de toutes ces espèces, écologiquement, c'est tiré sur la corde de manière un petit peu sévère, quoi. Donc, il y a des moments où, oui, il y a de la protection de la nature qui peut être faite au-delà de nos intérêts immédiats, avec peut-être, on va me dire, la satisfaction d'être capable de faire ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc qui revient encore sur notre propre ego. Ça, on peut être d'accord là-dessus, mais en tout cas, matériellement, qui ne dépend pas, nos intérêts peuvent ne pas dépendre directement de cette biodiversité. Frédéric Ducarme. Je vais rebondir. Alors, François a très bien résumé on va dire ce qui se dit beaucoup actuellement en éthique environnementale sur ce côté différence anthropocentrée, anthropogénique. Mais même le côté anthropocentré, c'est un mot qui a été inventé pour être vraiment un épouvantail philosophique qui est plus ou moins maintenant un synonyme de instrumental, donc intéressé, donc commercial. Voilà. Alors, quand on fait de la conservation, est-ce que c'est anthropocentré? Est-ce qu'il y a un centre? Faut-il qu'il y ait un centre? Je ne sais pas. C'est quoi ce centre? On fait de la conservation de la nature. Les hommes en profitent, tant mieux. Il n'y a pas que les hommes qui en profitent, tant mieux. Je ne sais pas si c'est centré, la conservation de la nature. Et donc, pour moi, c'est peut-être un débat qu'on a beaucoup surestimé. Évidemment, alors il y a des gens qui sont... Enfin, en plus, qui est anthropocentré? Il y a plein de gens qui sont égoïstes, mais anthropocentré, centré sur l'espèce en tant que telle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se disent comme tel, ou alors ce serait à moins de prendre un synonyme qui sera d'un coup beaucoup moins épouvantail, qui sera humaniste. L'humanisme est anthropocentré, sans doute. Totalement. Et on dit souvent que l'homme est un loup pour l'homme et que de toute façon la planète survivra à l'homme et l'homme ne survivra pas à ce qu'on est en train de vivre aussi dans cette crise. Donc c'est peut-être
dans ce sens-là qu'il y a cette question sur est-ce qu'on fait bien de garder ce regard anthropocentré ou pas. Par exemple, vous parliez, François Sarrazin, de la judiciarisation de la nature. On vit ça aussi, c'est-à-dire la notion d'écocide, les procès intentés pour donner des droits à la nature, et puis aussi la mise en place de l'économie des biens communs. On sent bien qu'il y a cette volonté de décentrer peut-être ou de donner une autre place à l'homme, mais pas forcément prioritaire. Bon, même les économistes, ils reconnaissent, quand ils calculent la valeur d'un écosystème, d'un éléphant, ou je ne sais pas de quel service écosystémique, ils reconnaissent une valeur d'existence. Ils additionnent beaucoup de valeurs et ils reconnaissent une valeur d'existence. Même dans les pires calculs, il y a toujours la valeur d'existence. Et c'est une des solutions, enfin, c'est vrai que ça va très très vite de reconnaître des droits à la nature. Vous savez qu'il y a des fleuves qui sont maintenant sujets de droit et actuellement c'est un très bon levier pour obliger les gouvernements à tenir leurs engagements. Ça, c'est quelque chose qui devient très efficace parce que ces conventions, il y a beaucoup d'engagements qui sont tenus, qui ne sont pas tenus justement, et sans doute pouvoir faire bouger les lignes par la voie juridique sur la base de ces engagements, moi je trouve que ce serait même une des bonnes raisons pour conserver tout ce cirque des conventions internationales d'environnement où sont prises ces décisions. Serait-ce le mot de la fin? Je crois. Merci à tous les trois. Merci Catherine Aubertin. On peut les applaudir, vraiment merci au public à vous. Aussi présent.